680e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. À vide tempête à l'Assemblée nationale, l'événement est venu du Rassemblement national qui a voté une motion de censure déposée par la gauche. Il n'aura manqué que 50 voix. On parle de coup de théâtre. Quel est votre sentiment? Je dois dire que c'est la première fois que les voix de gauche et de droite se mêlent dans une motion, enfin dans un vote. Et il est certain que c'est le seul moyen d'obtenir la chute du gouvernement. Mais il a été sauvé par les indépendants, enfin les Républicains. Les Républicains, c'est ça. Oui. J'allais presque oublier leur nom, tellement ils sont transparents. Et en l'occurrence, notre combat politique, qui dure depuis longtemps, a été illustré hors de l'Assemblée nationale par des séries de manifestations, des accidents, des incidents, des crimes divers, parce que certains de nos militants ont été assassinés, comme Duprat et des simples colleurs d'affiches qui se sont fait tirer dessus. Sans parler bien sûr des militants qui ont lutté souvent au péril de leur vie, en tous les cas au péril de leur santé, parce qu'ils ont souvent été attaqués par les adversaires pour le crime d'avoir collé des affiches, distribué des tracts. Il n'est pas inutile de rappeler, je crois, que pendant des décennies, le Front National, malgré des résultats électoraux tout à fait remarquables, n'avait pas de représentation parlementaire. Non, les résultats n'ont pas toujours été remarquables, parce que je rappelle quand même que au début, tout à fait il y a 50 ans, à la première consultation électorale, je crois que c'était en 74, j'avais fait 0,74% des voix. Un procédé mnémotechnique inoubliable en quelque sorte, voilà. Mais je m'étais dit, je ne m'arrêterai jamais. Je continuerai, j'irai jusqu'au bout de mes forces. Et cette résolution m'a conduit à être là encore aujourd'hui, faisant du mieux que je peux. Il y a 3 jours, l'ancien président Nicolas Sarkozy conseillait aux Républicains de sortir de leur attitude ambiguë en recherchant un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron. Quelles seraient les conséquences d'une telle décision? Oui, je dois dire que je m'y attends pas pour ma part, pour la bonne raison que je soutiens le Front National, enfin le Rassemblement National, et que j'espère qu'il grossira, j'espère que peut-être une dissolution peut intervenir. Elle serait intervenue s'il y avait eu une majorité pour le renverser. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais cela viendra un jour ou l'autre. Et je pense que actuellement, le Rassemblement national remporterait une grande victoire, significative et peut-être décisive d'ailleurs dans l'histoire politique du pays. On pourrait imaginer une cohabitation avec Emmanuel Macron à l'Élysée et Marine Le Pen à Matignon? Oui, enfin écoutez, ça, la présidence de la République ne dépend pas de nous. Elle dépend des électeurs. En revanche, la vie politique proprement dite, celle des partis, dépend en grande partie tout de même des militants, des dirigeants, des penseurs, des écrivains de la droite nationale qui se battent depuis tant d'années et qui voient quand même progressivement l'opinion se rallier sous la pression des événements aussi, il faut le dire, à des thèses qui apparaissaient comme tout à fait extrémistes il y a des décennies et dont aujourd'hui les gens se rendent compte qu'elles sont réalistes et peut-être même un peu au-dessous de la réalité. Les événements vous donneraient raison. Oui, mais je pense que les événements, plus que les hommes, déterminent les destins. Pour revenir à Nicolas Sarkozy, on était étonné pendant la dernière campagne présidentielle de son effacement. Il n'apparaissait dans aucun meeting de la candidate des
des Républicains. Et très récemment, dans un journal, il a déclaré « J'ai toujours soutenu Macron pendant cette campagne ». Comment vous percevez cela? Oui, ça ne m'étonne pas de Sarkozy, somme toute. Il est capable du pire. Il est capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire qu'il est souvent le meilleur. Voilà. Capable du pire. Alors, éloignons-nous un tout petit peu de la France. Le nouveau gouvernement italien est constitué. Il semble que Giorgia Meloni ait choisi de traiter en priorité la question de l'immigration en laissant de côté dans l'immédiat d'autres sujets de rupture possibles, en particulier vis-à-vis de l'Union européenne. Est-ce une stratégie réaliste, d'après vous? Oui, je crois que la présidente italienne va au plus près des événements et au plus près des risques. Et que l'Italie, qui est une des cibles privilégiées de l'immigration africaine, comme la France d'ailleurs, connaît des difficultés de plus en plus grandes et que Madame Meloni a le courage de l'affronter, de le dénoncer. J'espère que nos cousins germains, presque nos frères italiens, vont prendre conscience de ça et lui donner politiquement les moyens de mener une politique plus virile, plus courageuse face à tout ce qui nous menace, et en particulier au phénomène migratoire qui postule tôt ou tard la disparition de l'Europe. C'est l'union des droites qui a permis à Meloni de diriger le pays. Est-ce que vous souhaitez voir cette union des droites en France? Je souhaite voir la constitution d'une formation électorale au moins qui soit capable de diriger la France. Et ça, est de renverser l'état de choses actuel, de faire échec à la décadence qui se poursuit résolument, et par conséquent, le sursaut ne peut venir en effet que d'un accord entre les différents partis de droite. D'après vous, on ne peut pas gagner seul. On ne peut pas gagner seul. Non, bien sûr. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être qu'une vague de fond se produira à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Alors, traversons la Manche. Première déclaration de Rishi Sunak, nouveau Premier ministre britannique, en soutien total à l'Ukraine, alors que le nombre des pays qui ne s'alignent pas sur les positions de l'OTAN ne cesse de croître. La Russie est-elle moins en difficulté qu'il n'y paraîtrait? La Russie est un grand pays, bien évidemment, et aujourd'hui, elle se trouve montrée du doigt par les bien-pensants de comment dirais-je, de l'OTAN et de ses alliés. Voilà, en l'occurrence, je pense que Madame Meloni, qui dirige l'Italie, va nous montrer l'exemple d'une résolution forte contre l'immigration qu'il faut absolument stopper. On peut dire maintenant que la mesure la plus efficace, en attendant une meilleure organisation, c'est l'immigration zéro. Et en prenant les mesures les plus rigoureuses, les plus strictes, pour éviter que le continent européen ne soit envahi pacifiquement, mais réellement, par l'immigration mondiale et en particulier africaine. Dans l'affaire de l'Ukraine, est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine est un agresseur ou un agressé? Je pense il est plutôt un agressé. Les batailles russes sont en effet la riposte à une attaque générale, l'Ukraine étant encouragée à se poser en rival de la Russie, évidemment, et entraîner ainsi sa défaite. Parmi les projets institutionnels toujours évoqués mais jamais mis en œuvre, il y a le référendum d'initiative citoyenne. Y êtes-vous favorable? Oui, je crois que toutes les initiatives qui peuvent montrer une proximité du corps électoral avec les élus est remarquable et souhaitable. En effet, la démocratie a beaucoup d'inconvénients et de faiblesses, mais elle a aussi quelques avantages.
et en particulier quand le corps électoral rejoint massivement les élus qui dénoncent les véritables scandales et les véritables besoins du pays, alors là, il faut s'en réjouir et espérer que ça va durer. Dans votre programme de gouvernement de 1993, ça ne date pas d'hier, c'était le référendum d'initiative populaire que vous Absolument, absolument. Et là, il faut demander au pays ce qu'il en pense. Après tout, c'est de son destin qu'il s'agit. Sur les grands sujets, oui. Absolument. Et je crois que personne, à part le peuple lui-même, ne peut prendre des décisions décisives comme celles qui vont être rendues obligatoires par les événements. Alors vous l'évoquiez dans l'introduction de ce journal de bord, il y a tout juste 50 ans, ce 27 octobre, il y a tout juste 50 ans, le 27 octobre 1972, vous déposez en préfecture les statuts du Front National. Un mot sur la notion de durée en politique. Oui, je crois que c'est le signe du succès. S'il n'y a pas de durée, il y a effacement. Et on sait que celui-ci n'a pas besoin de plusieurs semaines pour vous faire disparaître totalement de l'écran politique national ou international. Par conséquent, le fait d'avoir duré 50 ans déjà, et avec l'espoir de durer plus longtemps, le Front National devenu Rassemblement National, mais ça, c'est le changement de titre, constitue aujourd'hui une force politique principale et montre que les efforts, les sacrifices qui ont été consentis ne l'ont pas été en vain, et que nous avons progressé, que nous continuons de le faire, même quand nous ne sommes pas dans les organismes proprement dits de la direction politique du parti. Vous l'évoquiez, le 0,74% en 1974. La véritable percée s'opère en 83 avec ce qu'on appelle le tonnerre de Dreux, oui. L'alliance du RPR de l'époque avec le Front National Jean-Pierre Stirbois à Dreux. Les européennes de 1984, vous faites rentrer plusieurs élus dans l'hémicycle de Strasbourg, et puis la présidentielle de 1988, 14%, plus de 14% des voix. C'est vrai, mais c'est encore loin des 50. Par conséquent, il y a encore beaucoup de travail à faire, et les événements vont nous aider, qui confirment les analyses que nous avons faites depuis longtemps, et qui apparaissaient souvent aux yeux de l'opinion comme excessives ou dangereuse. 1988, c'est cette très belle présidentielle, mais c'est hélas aussi le 5 novembre, où votre camarade Jean-Pierre Stirbois est retrouvé mort dans sa voiture suite à un accident. C'est vrai. Les accidents, les attentats, tout cela, nous avons traversé ces épreuves, et des militants inconnus, moins connus, ont aussi payé de leur vie et souvent leur engagement politique en faveur de la patrie et de la France. Et c'est cela qui constitue la chair et l'esprit de notre combat. Ce n'est pas un combat littéraire ou purement intellectuel, il est aussi charnel, il est ressenti comme tel, je pense, par les dizaines de milliers de militants du Rassemblement National d'aujourd'hui, qui seront, j'espère, plusieurs centaines de milliers demain. Après 1988, 1995, vous dépassez la barre des 15%, et 7 ans après, le 21 avril 2002, c'est le tremblement de terre. Vous êtes au deuxième tour de l'élection présidentielle, mais cela ne vous surprend pas, vous l'aviez annoncé. Moi, je combats toujours dans l'espoir de vaincre. Et j'ai souvent été déçu. Et j'ai bien dû faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais néanmoins, je ne me suis jamais découragé. Et j'ai repris avec nos amis, bien sûr, je n'ai pas combattu seul, avec nos amis, le chemin pierreux, difficile, encombré de ronces qui monte vers le succès. Quel est votre meilleur souvenir de votre présidence du Front National? C'est ce 21 avril 2002, un autre événement Oui, je pense, je n'ai pas de souvenir particulier. Toute évocation du passé me touche, qu'elle soit glorieuse ou au contraire
amère ou combattante, mais c'est la vie. Et ça, tant que nous incarnerons la vie, le mouvement national a des chances d'arriver un jour au pouvoir. Très bien. Vous avez deux lectures à nous proposer cette semaine. J'en aurai des dizaines parce que je suis submergé par le torrent régulier des éditions qui me sont envoyées et que je n'arrive pas d'ailleurs toujours à lire, à maîtriser. J'essaye en tous les cas de survoler autant que faire se peut et de tirer le meilleur de ce qui m'est envoyé. Alors d'abord, un livre qui s'appelle L'Amérique Empire. Ça pourrait être un jeu de mots. L'Amérique en mieux, l'Amérique en pire. L'Amérique en pire, c'est la constatation que les États-Unis, qui sont nés il y a 250 ans, à peu près, en 1776, eh bien, ont dans le monde, pour moi, je pense, la première place, la plus importante, qui implique bien sûr des responsabilités considérables, et que cet empire américain est raconté dans ce livre que je conseille, qui est très agréable à lire, qui est de Nikola Mirković, qui est un Serbe, et qui apporte un coup d'œil magistral sur l'histoire de la conquête du monde par les Américains. Voilà, c'est le premier. Et le second, alors là, c'est un énorme livre. Ils sont tous énormes, d'ailleurs, maintenant. Les gens n'écrivent pas de livres qui font moins de 1000 pages. Alors, disons, c'est un grand travail pour les lecteurs. C'est le livre de Jean Raspail, Petits éloges de l'ailleurs. C'est un titre qui plaira aux dames, puisqu'en général, ce qu'elles aiment, c'est ailleurs et autrement. Et Jean Raspail, qui est aujourd'hui disparu, mais est un maître de l'écriture et de la pensée nationale. Et dans ce livre, on trouve un petit peu Michelanos, un mélange un petit peu de tous ses moyens, ses styles, ses écrits différents. Il est passionnant à lire et je suis convaincu que vous lui ferez l'hommage de le lire jusqu'au bout. Au revoir, cher Jean Raspail. Bien, merci Jean-Marie Le Pen. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir et la semaine prochaine. Merci Jean-Marie Le Pen. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut.